Sud Radio 10h midi, débat. Bonjour à toutes et à tous qui nous rejoignez pour les débats sur Sud Radio entre 10h et midi. On est toujours là, il y a toujours des débats. Mehdi Oraoui est avec nous, essayiste, spécialiste du discours politique. Bonjour Mehdi. Et bonjour. Régis de Castelnau, vous êtes avocat, votre blog Vue du droit. Vous êtes également l'auteur d'un livre, Une justice politique aux éditions L'Artilleur, et vous êtes également membre de la rédaction de Front Populaire. Arnaud Benedetti, professeur à la Sorbonne. Bonjour, spécialiste en communication politique, rédacteur en chef de la revue politique et parlementaire. Et Jacques Miard, bonjour Jacques Miard, maire LR de Maisons Laffitte. Comment allez-vous ? Dans une direction que je ne connais pas, mais j'y vais. et vous avez publié Trancher le nœud gordien. C'est rappelez-moi l'éditeur parce que je ne l'ai pas sur ma L'Harmattan. L'Harmattan, absolument. On peut y aller. On peut y aller. C'est la politique, trancher le nœud gordien. Absolument. Et vous vous y connaissez en nœud gordien et en art de la politique. Voilà. Beaucoup de sujets aujourd'hui. On va revenir sur ce variant Delta. J'avoue que j'en ai un petit peu marre de ces sujets, mais force est de constater que c'est ce qui est quand même à la une de l'actualité. Donc le variant Delta va-t-il menacer notre été ? On va parler de la droite. Est-ce que il va y avoir une guerre au sein de la droite pour le leadership ? Et puis faut-il relancer la réforme des retraites avant la fin du quinquennat ? Alors commençons déjà par ce qui a retenu votre attention aux uns et aux autres. Arnaud Benedetti, on va commencer avec vous. C'est un coup de gueule. Oui, c'est un coup de gueule. Alors, vous savez qu'on a retrouvé il y a quelques années les restes en Russie d'un compagnon de Napoléon, le général Gudin. Ouais. Le général Gudin, il a été tué en 1812 lors de la campagne de Russie et l'Institut national de recherche archéologique a retrouvé ces restes. Alors, avec quelqu'un qui est très actif en Russie, qui s'appelle Pierre Malinovski, qui a d'ailleurs publié un livre aux éditions du Cherche Midi. Il se trouve que finalement, il n'y aura pas de cérémonie de retour des cendres, si je puis dire, en honneur du général Gudin. L'État, manifestement, n'a manifesté aucun signe d'intérêt et était aux abonnés absents. Je rappelle quand même qu'on est dans une année de bicentenaire de Napoléon. Et surtout, le plus surprenant, c'est que la mairie de Montargis, dont était originaire le général Gudin, a là aussi refusé toute cérémonie. Alors, je trouve ça assez quand même surprenant, c'est le moins qu'on puisse dire. C'est un héros, c'est un grand soldat, c'est quelqu'un d'ailleurs qui aurait pu terminer maréchal d'Empire. Et ce silence est très étonnant. Alors j'ai quelques explications vraisemblables parce que tout simplement la relation avec la Russie est compliquée, que l'un des initiateurs de ces fouilles, qui est Pierre Malinovski, est un ancien proche, je crois comprendre, du Rassemblement national, mais moi, il me semble que, en l'occurrence, c'est assez triste, assez affligeant que personne, au niveau soit de l'État, soit de sa commune, n'ait souhaité, en l'occurrence, honorer ce général disparu. Voilà. Oui. Voilà vous avez raison, Jacques Miard. Oui, et je vais verser encore quelques éléments. Vous savez que nous avons fait la guerre de Crimée qui nous a coûté 100 000 soldats. Là encore, les Russes découvrent des anciens soldats français et à chaque fois, il y a une cérémonie pour des obsèques, pour des enterrements, une cérémonie militaire. Et la France ne dédaigne pas même à envoyer un détachement de militaires au motif que la Crimée ne serait pas russe, alors que le traité de Paris de 1856 a reconnu formellement que la Crimée était russe. Donc, franchement, je crois bien sûr qu'on a des positions politiques et qu'on peut critiquer Poutine, mais aller dans ce genre de mesquinerie, c'est tout à fait regrettable. J'ajoute même encore autre chose. J'ai été officier de liaison à Berlin, au gouvernement militaire français de Berlin, et à Tempelhof, j'étais l'allié qui prononçait le discours. Et il faut savoir qu'à Tempelhof, il y a des soldats de la Grande Armée qui sont enterrés, qui revenaient de Russie. Donc, nier la réalité historique, nier le fait, et les Allemands les honoraient,
Donc, nier tout ce genre de choses me paraît véritablement inadmissible, mesquin et sans gloriole. Vraiment, ouais, c'est bas. Mehdi Horaoui. Bon, je pense qu'il y a quand même, il faut relativiser un peu dans cette histoire une chose, c'est que on peut s'en prendre. Moi, je suis pas le dernier, à Emmanuel Macron, aux autorités françaises, quand elles font des fautes de communication, des fautes de goût, des fautes même politiques, ça pourrait être interprété comme ça. Après, il y a quand même deux choses. D'abord, effectivement, la personnalité quand même du découvreur ou de l'historien en herbe. Donc Gudin, Malinowski, pardon, qui prétend avoir découvert la dépouille de Gudin de la Sablonnière, la dépouille de Gudin de la Sablonnière, qui est effectivement une figure héroïque comme on l'aime dans le récit napoléonien, etc. C'est quelque chose qui peut être très intéressant. Bon, d'abord, ça a été fait beaucoup avec le soutien de la Russie, etc. Donc c'est pas tellement le sujet Malinowski. Le sujet de Malinowski, en réalité, c'est que c'est un personnage très sulfureux qui a participé à Air Cocaïne. Je sais pas si vous vous souvenez, cette histoire d'avion qui transporte des centaines de kilos de cocaïne, machin, d'exfiltrer les membres d'Air Cocaïne. Mais c'est pas les raisons. Oui, mais c'est pas les. Mais c'est pas les raisons invoquées par le gouvernement. C'est pas ça. En fait, la problématique, c'est que c'est un proche de Marine Le Pen. C'est plutôt ça le problème. Mais je crois que lui, c'est une personnalité déjà très sulfureuse, mais y compris en termes de droit commun. Et donc, je pense que ça, si, quand on a participé de fait à l'exfiltration, à une extraction de fait de gens qui ont été impliqués à partir du moment où les restes ont été reconnus comme étant ceux du général Gudin. Non mais attendez, il s'appelle Malinowski, il s'appellerait Mohamed ou Mustapha, s'il avait fait la même chose, vous diriez quand même c'est bizarre que le gouvernement apporte un soutien inconsidéré à ce type. Bon, non mais attendez, je voudrais savoir. Pas tous en même temps. Et deuxième point, je finis là-dessus, c'est que moi je veux bien qu'on s'en prenne au gouvernement français sur cette de fait faute de goût, et même à la mairie de Montargis si vous voulez. Mais enfin aujourd'hui quand même, le principal problème quand on parle de la Russie et de l'histoire, c'est quand même que le gouvernement russe et surtout le président russe a une attitude qui est de l'avis de tous les experts internationaux aujourd'hui extrêmement préoccupante à l'égard des historiens internationaux et des historiens russes qui aujourd'hui vous partez dans des délires. Pas des délires. Non, mais ce que vous dites est vrai. Mais alors Régis voudrait parler. Je voudrais savoir. Je voudrais dire quelque chose. J'ai du mal à suivre. D'abord, il n'y a pas que Pierre Malinowski. Juste Régis. Oui, c'est ça le fond du truc. Il y a les équipes de l'INRAP. L'INRAP, jusqu'à présent, c'est un organisme tout à fait respectable, dont la mission est en effet de mener un certain nombre de fouilles archéologiques et qui ont participé à ces fouilles. Donc, l'argument de Malinowski, en l'occurrence, ne tient pas. Quand bien même pourrait-il être un obstacle. Je comprends pas. C'est le général Gudin. C'est le général Gudin qui était proche de Marine Le Pen, c'est ça? Non, mais c'est quoi? Attendez, c'est extraordinaire. Mais je pense que c'est très significatif. C'est un rapport à notre passé qui est pollué par des enjeux d'aujourd'hui. Et je trouve pas ça normal, effectivement. Il y a l'Euro de foot. On s'aperçoit que tout le monde, tous les pays sont comment dire, très, très mobilisés. Il y a un côté très sympathique à ça. Mais nous, on a un problème avec notre histoire. Je viens d'apprendre qu'une municipalité, celle de Malakoff, à la demande d'élus verts, va débaptiser le boulevard Henri Barbus, excusez du peu. Oui. Pourquoi? Parce qu'il faut l'appeler Louise Michel. C'est mieux parce que c'est plus féministe aujourd'hui. Non mais on peut pas trouver une autre rue, etc. Non, Henri Barbus était proche. En plus, Barbus était proche du Parti communiste. Exactement. Il a eu le prix Goncourt pour le feu, etc., c'est ancien combattant. Non mais ça montre. On a un rapport qui est déplorable. D'ailleurs, je suis très surpris pour la mairie de Montargis parce que elle a été longtemps communiste cette mairie. Vous savez que c'est la plus petite commune de France en termes de surface. Aujourd'hui, elle est à droite avec un maire de droite, LR, et je comprends pas très bien qu'elle. Alors, on est obligé de s'arrêter, c'est l'heure du journal, mais on pourra redire un mot quand même sur cette histoire juste après le rappel des titres. À tout de suite. Sud Radio 10h midi, débat.
Avec vous sur Sud Radio jusqu'à midi, on est ensemble pour commenter l'actualité avec Arnaud Benedetti qui est avec nous, qui est professeur à la Sorbonne, qui encore est là. Je vois Mehdi Ouraoui, essayiste du discours politique, Régis de Castelnau, avocat, toujours là aussi. Vous avez publié Une justice politique aux éditions L'Artilleur. C'est un bon livre à emmener aussi en vacances avec celui de Jacques Miard. On peut vous retrouver sur Vue du droit. C'est bien son livre à Régis. Vraiment sur. Je sais que Jacques Miard voulait reparler de la perquisition chez Dupond-Moretti, mais on en avait déjà longuement parlé. Chose de mieux. Pardon? J'ai quelque chose de mieux en coup de gueule, mais continuez, oui. Valérie. Alors, bon, une justice politique aux éditions L'Artilleur, Jacques Miard, maire LR de Maison Lafitte, et votre livre, donc, c'est L'art de la politique, tranché le Nogordien aux éditions de l'Harmattan. Donc, on va parler du variant Delta qui semble menacer notre été, la guerre des égaux à droite, et puis la réforme des retraites. Je suis pas sûr qu'on ait le temps de traiter de tout cela. Juste un mot, Mehdi, quand même, parce que tout ce que vous dites est certainement juste et vrai sur Malinowski, mais ce qu'évoquait Arnaud Benedetti à propos de ce général, ces restes ont été identifiés scientifiquement. On a fait authentifiés. Donc pourquoi refuser une sépulture à un homme à cet homme au motif qu'aujourd'hui celui qui l'aurait découvert serait proche du Rassemblement national? Valérie, pour aller dans votre sens, et on en parlait un peu hors antenne, et je crois que c'est une réflexion qui mérite d'être portée à la connaissance des auditeurs, c'est que le pouvoir, à mon avis, est d'autant plus ennuyé avec ce personnage de Malinowski qu'il a eu beaucoup d'entrées à l'Élysée. C'est-à-dire qu'en fait, dans les derniers mois, c'est un personnage qui était reçu à l'Élysée et qui n'est pas seulement un proche de Jean-Marie Le Pen, mais qui est aussi quelqu'un qui avait ses entrées sous les ordres de la République. Et donc, je pense que là, et si on peut trouver un terrain d'entente, je pense que les autorités aujourd'hui sont très gênées par ce personnage et essayent d'en faire le moins possible. Et donc, c'est ce général napoléonien qui en fait un peu les frais, parce que ce personnage sulfureux, et comme d'autres, on a tous les noms en tête pendant ce quinquennat, a eu aussi ses entrées chez Emmanuel Macron, et donc voilà, je crois que c'est c'est une faute de goût qu'ils essayent de dissimuler, une faute politique qu'ils essayent de dissimuler. Ouais. Enfin bon, mais le maire de Montargis aurait pu autoriser la sépulture. Pour la mairie de Montargis, ça ne prêtait pas vraiment à conséquence. Oui. Et quand le facteur vous amène une mauvaise nouvelle, vous ne tuez pas le facteur. Oui, c'est on faisait ça chez les Grecs. On essaie d'éviter. Alors Jacques Miard, votre coup de gueule. Alors oui, j'ai légèrement modifié mon coup de gueule. Oui. Et aujourd'hui, je viens de lire dans un article fort intéressant qui traite du vaisseau fantôme de la Macronie, que les premiers macronistes avaient décidé, tenez-vous bien, de lancer Macron comme un produit. Alors, je trouve que c'est quand même une drôle de définition de la politique et de la démocratie. Et puis alors, dans les produits, il y a un problème, c'est qu'il y a une date de péremption. Voilà. Mais ça veut dire quoi de le lancer comme un produit? C'est-à-dire de faire une campagne? Oui. Voilà, il me semble que la péremption est atteinte et dépassée, et que, bien évidemment, il faut l'enlever de la tête de gondole, le produit de la tête de gondole. Mais je suis stupéfait qu'on apprenne aujourd'hui que dans leur esprit, ces gens-là voulaient lancer, c'est-à-dire promouvoir Macron comme un produit. C'est ça la démocratie? C'est ça l'art de la politique? Non. Et on voit d'ailleurs le résultat, c'est que le produit est foireux. Oui, donc, mais ça veut dire quoi lancer comme un produit? Eh bien, justement, il faudrait leur poser la question. C'est ce qu'ils ont écrit noir sur blanc dans cet article prodigieux du Monde, c'est-à-dire lancer comme un produit, comme si c'était un produit, je dirais, des chaussettes, des godasses, tout ce que vous voulez. Il y a un moment, je suis stupéfait qu'on ait la conception. Ça s'appelle la com, oui. Oui, ils font de la com, de la politique. Ben non, mais ils sont allés au bout ils sont allés au bout de la logique. Ils ont fait de façon professionnelle ce que les politiques français essayent de faire depuis 30 ans de façon amateur. Je suis désolé, mais enfin, Pas du tout.
Pas du tout. Moi, je n'ai jamais. Je peux vous dire, pour faire de la politique, alors je ne suis pas au niveau de la présidence de la République. On se laisse parler, laissez-le parler, oui. Non, mais on se laisse parler, Jacques. Mais quand même, regardons les budgets com dans les campagnes aujourd'hui. Regardons ce que ça représente par rapport à un truc tout bête qui serait simplement le budget idée, le budget projet. Le budget projet, c'est pas très compliqué. C'est quelques mecs au fond d'une cave à qui on dit bon, allez, Coco, il faut que tu grattes un projet pour la présidentielle, pendant que les budgets com se chiffrent en millions et en dizaines de millions. D'ailleurs, l'affaire Big Malion qui est en train de se terminer le montre bien. Ça n'a rien à voir. Toute la politique aujourd'hui, toute la politique aujourd'hui, et c'est en partie pour ça qu'on se retrouve avec des abstentions à 65% aux élections. À d'autres causes. C'est que le citoyen consommateur n'est pas totalement idiot. Il voit bien que, d'abord, il y a quand même beaucoup de vent autour de ce qu'on lui propose. Et puis, par ailleurs, surtout, c'est un marketing qui fonctionne à vide. Juste un point. Bien sûr, je ne suis pas au niveau de la présidence de la République. J'ai toujours refusé de travailler avec des faiseurs de ce genre, c'est-à-dire des boîtes de communication. Ce sont des âneries. Le problème est d'avoir un projet politique. Et le projet politique, il se défend avec des hommes, pas avec des trucs de la communication. Et ça, c'est très grave. Mais qu'on vienne nous dire qu'on lance Macron comme un produit, c'est stupéfiant. Point barre. C'est la manière de le dire. Arnaud Benedetti. Un aveu de non, mais moi, ça ne me surprend pas. Oui. Moi, ça ne me surprend pas, mais ce que je voudrais comprendre, c'était une note datant de 2016 ou une note pour la prochaine présidentielle 2022. Non, c'est l'analyse qui a été publiée par Le Monde, et ça m'a fait plaisir. Ils ont intitulé « Le vaisseau fantôme de la Macronie ». Et quand notamment la ministre de l'Agriculture est rentrée au gouvernement, je lui ai envoyé un SMS en disant « Je crains fort que tu sois embarqué sur le vaisseau fantôme », puisqu'elle était, comme vous savez, spécialiste, Bachelot est spécialiste d'opéra. Mais ce qui est stupéfiant, c'est qu'on vienne vous expliquer qu'on a lancé ça, c'est-à-dire c'est des artefacts, ce sont des manipulations. Oui, mais il a été construit. Emmanuel Macron a été construit comme un produit de communication, malheureusement, depuis le début de son aventure politique. Mais moi, par contre, là où j'ai peut-être une nuance, il se trouve que j'ai quand même pas mal travaillé sur les stratégies de communication de Macron, c'est que finalement, quand même, c'est la politique qui l'a fait élire, c'est-à-dire que c'est le concours de circonstances absolument exceptionnel de 2017 qui a permis à ce produit d'être optimal, si je puis dire, sur le marché politique. L'alignement des planètes et certaines manipulations sur lesquelles il reste à savoir comment ça s'est passé. Certaines, mais effectivement, il faut quand même rappeler que pour la première fois dans l'histoire de la 5e, on va dire, il y a un gars sorti de nulle part. Bon, ça date mi-2015, premier article dans le Nouvel Obs, mais après il y a eu toute une mécanique qui s'est mise en place. Je recommande les bouquins d'Andevel, de Semelen, sur Opération Macron, etc. Et j'ajoute, mon cher Arnaud, que la touche finale à l'opération, c'est un raid judiciaire visant à disqualifier le favori. Ah mais complètement. C'était Fillon. Et ça, dans ce cadre-là, effectivement, la dimension qu'on connaît, un peu de marketing commercial autour des candidats, etc., cette dimension-là était très, très prégnante. Moi, ça ne me surprend pas qu'on dise ça, mais je suis assez d'accord sur la date de péremption. Oui, vous mettez un mot, allez-y. Non, on en reparle un peu parce que ça rejoindra mon coup de gueule. Votre coup de gueule. Allez, à tout de suite pour la suite. Le coup de gueule de Régis et le coup de gueule de Mehdi. Coup de cœur de Mehdi. À tout de suite. Sud Radio 10h midi, débat. Avec vous sur Sud Radio pour le 10h midi, pour les débats. Alors, le coup de cœur de Mehdi Ouraoui. C'est un coup de gueule, Valérie. C'est un coup de gueule on m'a mis coup de cœur pour le documentaire. Non, alors c'est un coup de gueule, vous allez voir. En fait, hier soir était diffusé par France 5 un documentaire qui était en fait le 3e volet d'un documentaire qui s'appelle Édouard, mon pote de droite. Et de Laurent Sibien. De Laurent Sibien, un documentaire donc sur l'ancien Premier ministre, Édouard Philippe.
et qui est réalisé par, alors attention, accrochez-vous bien, par un de ces anciens condisciples du prestigieux, en tout cas du très chic lycée Janson de Sailly, qui évidemment est financé sur fonds publics. Alors moi, c'est mon côté un peu libéral. J'ai un côté pour un progressiste et pour un homme de gauche assez libéral sur les deniers publics. C'est que je ne supporte plus de voir ce genre de choses. C'est-à-dire quand même un documentaire réalisé par un copain d'enfance, enfin de jeunesse, d'un ancien premier ministre, d'un responsable politique, alors qu'il soit de droite, de gauche, c'est pas tellement de problème, on s'en fiche un peu là en l'occurrence. Bah non, on s'en fiche pas. On s'en fiche pas en l'occurrence, parce que si le mec se dit de gauche ce qu'il est et qui décide de faire un documentaire sur son pote de droite. Non, mais moi, ça ne me dérange pas que tout ça soit financé sur fonds privés. C'est eux-mêmes, d'ailleurs, ils peuvent le financer sur leurs fonds à eux, ils peuvent le vendre à des chaînes privées. Et d'ailleurs, pourquoi ça n'est pas sur une chaîne privée? Parce qu'en réalité, aucune chaîne privée n'est prête à payer pour ça, parce que c'est en réalité un documentaire d'un ancien copain d'un ancien Premier ministre, sur lui. C'est honnêtement, on voit bien qu'aucune chaîne privée n'est prête à payer ça. Et donc, qu'est-ce qui se passe? C'est le contribuable qui doit payer pour un documentaire qui ne se ferait d'ailleurs dans aucun autre pays du monde, dans aucune autre grande démocratie. C'est-à-dire, aux États-Unis, on ne voit pas ça. Sur la BBC en Angleterre, on ne voit pas ça. En Allemagne, on ne voit pas ça. C'est-à-dire que ça devient totalement absurde de voir que donc les citoyens, les électeurs, les contribuables se retrouvent à payer pour des trucs qui sont de l'hyper entre-soi. Alors, c'est même plus parisien, là, c'est du très chic parisien, et en plus qui n'intéresse personne. Je pense que vous dites absolument n'importe quoi, mon cher Mehdi, ça a rassemblé 850 000 personnes, ce qui est c'est énorme pour France 5. Je suis désolée. Pour France 5. D'accord. Pour France 5, c'est énorme, donc ça intéressait des gens, donc vous dites n'importe quoi. Non, mais si la règle du jeu, c'est énorme pour France 5, pardon, mais enfin, moi, ça me dérange pas. Vous pouvez pas dire que ça intéresse personne? Vous ne pouvez pas dire que ça intéresse personne, puisque si ça intéressait personne, personne n'aurait regardé. Or, les gens sont venus regarder. Ça intéresse 800 000 personnes. Bon, ok. Là où d'habitude il y a 200 000, donc où je n'ai pas le truc. Donc votre raisonnement est complètement absurde. Mais ce que je comprends pas, c'est que si tout ça est si intéressant, et si tout ça est si normal, et si tout ça est si... moi je suis désolé, mais enfin un Premier ministre, il est censé ouvrir ses portes à des journalistes qui lui posent des questions qui ne sont pas de l'ordre de la connivence, qui le mettent parfois en difficulté, où il est obligé de répondre. Là, le documentaire, moi j'ai regardé, alors, vous voyez, je suis un peu bête, en plus je fais partie des 800 000. J'ai regardé, c'était un vide sidéral. C'est-à-dire que c'est Édouard Philippe à son bureau. Je suis pas d'accord avec vous. Qui regarde son copain et qui lui explique, alors voilà, la politique, c'est pas compliqué, on prend des mécanos, c'est des instruments. Alors en plus, je trouve... Je suis pas d'accord, le mec est resté 3 ans, le journaliste est resté 3 ans en immersion, je veux dire, c'est pas n'importe quoi. Enfin, je trouve que vous faites un procès d'intention qui est... Mais il n'est pas en immersion, non mais pardon Valérie, il n'est pas du tout en immersion. Il va boire des cafés avec son copain de lycée. Alors pardon, enfin moi quand je vais boire des coups avec mes potes, je suis pas en immersion. Il n'est pas en difficulté. Il n'est pas interrogé par un journaliste politique. Il n'a pas ouvert les portes de Matignon. Mais c'est un documentaire. C'est pas un documentaire. C'est pas une interview politique. Non, mais oui, mais d'accord. Mais il n'est pas en difficulté. Il n'est pas mis en difficulté, par exemple, pendant la crise des Gilets jaunes ou pendant l'affaire Benalla. Il n'y a pas quelque chose qui le mette en très grande difficulté. Le type, il répond quand même pour dire que ah oui, c'est vrai, quand même, c'est sa première crise quand il y a l'ouragan à Saint-Barth, à Saint-Martin, et que il faut apprendre à être un homme d'État. Bon. Alors, on va demander à nos camarades ce qu'ils en pensent. Je finis juste là-dessus parce que ça rejoint la discussion qu'on avait juste avant sur Macron, c'est que on est dans le règne d'une forme de communication qui, à mon avis, est extrêmement dangereuse. C'est-à-dire que tout ça est fait entre soi. Moi, je suis pas sur l'idée de la manipulation. Je suis plutôt sur l'idée vraiment de candidats et de responsables politiques qui sont choisis par des grands intérêts parce qu'ils sont parfaitement inoffensifs et malheureusement avec un peuple tout autour qui quand même se rend beaucoup compte que derrière la communication, il n'y a rien, que tout ça est un village Potemkin où il n'est pas... Mehdi, on va faire court, on a compris votre propos. Les gens sont parfaitement documentaire a commencé... très dangereux. Non, mais le documentaire a commencé avant l'élection, il était au cœur de la machine, ça peut présenter un intérêt. On en a payé 3. Ça peut présenter un intérêt, je ne sais pas, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que c'est de la manipulation, Régis? Je suis assez d'accord avec Mehdi sur 2 points.
le premier point, c'est le financement. Ça va bien, quoi. Au bout d'un moment, BHL qui se fait couvrir d'or pour se filmer son nombril. Là, on a un documentaire en 3 parties. Je veux bien qu'on fasse un documentaire, mais ce qui est manifestement hagiographique, qui vient à un moment. Je vous signale qu'au début de l'année, on nous a sorti, au cas où Macron serait débranché, on a essayé de nous proposer Doudou. Donc, cette façon de faire de la politique, c'est quand même très problématique. Alors, c'est pas la seule cause, bien sûr, de la sécession du peuple. Enfin, non, d'ailleurs, Christopher Lasch avait raison, c'est la sécession des élites. Ces gens ne se rendent plus compte. Et effectivement, 800 000 personnes au lieu de 200 000 sur la 5, je veux bien. C'est une chaîne éducative, mais c'est pas grand-chose. Il y a eu 31 millions de Français qui n'ont pas été votés. Donc, et je pense qu'il y a quand même une articulation et des liens. C'est pas le seul, bien évidemment. Donc moi, ça me choque un peu que, je veux dire, on continue cet entre-soi. Je pense que c'est vrai, financé par nos sous. Ça rejoint mon petit coup de gueule suivant, moi. Oui, alors peut-être juste savoir ce qu'en pense Arnaud Benedetti. Vous êtes choqué? Pour moi, la prise de pouvoir par la communication sur le politique, elle date pas d'Emmanuel Macron. Elle est très ancienne. Il y a quand même un phénomène qui s'est installé depuis presque 40 ans dans la vie publique. Après, ce que j'en pense, moi j'ai pas vu le documentaire. Ça me paraît en effet assez complaisant. Mais on voit bien à quoi ça obéit dans la stratégie d'Édouard Philippe. En l'occurrence, c'est de ne pas se faire oublier et de maintenir une tension médiatique pour éventuellement constituer un hypothétique recours. Après, moi, l'intérêt du documentaire, comme je ne l'ai pas vu, je peux pas juger. Mais ça a été commencé en 2014, donc c'est mon pote de droite. Mon pote de droite. Juste un point. J'entends plus. Juste un point. Allez-y. Ce que ça signifie, c'est que plus le politique apparaît impuissant, plus il communique. Exactement. Et plus il parle. Et ça, c'est quand même en effet un vrai problème. Si la communication est aussi omniprésente, c'est parce que le politique est devenu, ou en tout cas, il est perçu souvent comme impuissant, bien sûr. Ce que disait Jacques Mère tout à l'heure. Tout à fait. Oui, le problème, c'est le pathos récurrent de la communication. Arnaud a parfaitement raison, c'est pas la première fois. C'est ce que je reproche d'ailleurs, y compris dans notre propre famille. On a substitué les communicants à un projet crédible. Et là, c'est là où ça va pas du tout. Mais c'est la faute des politiques qui, de temps en temps, on les assène en disant tu dois faire ci, tu dois faire ça, et merde à la fin. C'est pas comme ça qu'on fait de la politique. Par ailleurs, le Valérie, moi, pour aller dans le sens de Jacques, le plus intéressant, alors pour le coup, il y a une chose intéressante dans ce documentaire, c'est qu'on voit l'omniprésence d'abord de la communication, on vient de le dire, mais surtout de la technique. C'est-à-dire qu'on a quelqu'un qui dit, voilà, la politique, finalement, c'est appuyer sur un bouton s'il y a tel problème. Et il parle de réparer les choses. C'est-à-dire que, et d'ailleurs, c'est la chose, l'échange qui est intéressant avec Laurent Sibien, avec le réalisateur. Il lui dit, le réalisateur, le documentariste, il lui dit, mais quand même, la politique, ça peut pas être que ça. Et on voit Philippe, quand même, qui est totalement emmuré, claquemuré dans un raisonnement où il est, en fait, il est un techno. Exactement. Il est dans un raisonnement totalement techno. Vous avez appris quelque chose. Qui est assez effrayant. Oui, mais d'ailleurs, c'est assez intéressant, Valérie. C'est que je pensais que le personnage était beaucoup plus politique en s'étant frotté au chiracisme, voilà. Et en fait, pas du tout. Et en fait, le type est un techno froid, un peu, d'ailleurs même un peu on le flippant. sait. Allez, Pour l'avoir connu une fois à l'Assemblée, on sait très bien, c'est un techno. Le coup de gueule de Régis. Alors, je me suis battu les flancs pour essayer de trouver un coup de cœur. J'en avais un, et je me suis dit non, je vais prendre le coup de gueule. Et la petite discussion initiée par Arnaud concernant l'histoire, mais je vais faire les deux, il n'y a pas de raison. Oui, pas ça. Bon, alors si vous faites les deux, on va passer à la pub parce que sinon on va déborder. Donc, on a eu Louise Michel déjà. Voilà, c'est le premier. Allez-y. Non, il a lancé la musique, le réalisateur. C'est très court. C'est très très court. Je recommande un livre magnifique qui s'appelle Français, on ne vous a rien caché. François Azouvi, qui est un chercheur d'origine juive dont la famille a été exterminée, et qui revient sur la Vulgate selon laquelle il y aurait eu un mensonge gaulliste sur la France
pendant la Deuxième Guerre mondiale. Hein, il revient, c'est assez émouvant, hein, et il montre que tout a été sur la table dès le début, et il remonte ce qu'était la résistance dans ses aspects extraordinaires. Donc, je recommande ce bouquin. Mon coup de gueule, il est très court. Valérie, très court, je vous promets. Il va faire réagir. Que enfin, je veux dire, mais pour des raisons politiques dont on débattra peut-être après la coupure, France Inter respecte ses obligations légales, c'est-à-dire le pluralisme. C'est la seule de tous les médias à avoir cette obligation. Après, le CSA surveille les équilibres, mais le pluralisme. Or, c'est une radio qui était complètement monolithique avec sa bande de faux humoristes, etc., etc. Et c'est nous qui payons. Et la loi a été violée tous les jours. Et là, qu'est-ce qui se passe ? Il y a, semble-t-il, mais mon avis, un calcul politique, virage à droite pour la rentrée d'Emmanuel Macron, et on fait rentrer, alors elle n'est pas de droite pour moi, Natacha Polony, on fait rentrer de Vecchio, etc., ouais. etc. Et là, immédiatement, c'est les hurlements, le nazisme est aux portes, les barbares nous envahissent, etc. Et cette conception extraordinaire de la liberté d'expression et de l'obligation du pluralisme montre bien ses limites. Moi, je rappelle toujours ce que disait ma camarade de parti, Rosa Luxembourg, hein, la liberté d'expression, c'est d'abord celle de ceux qui ne pensent pas comme moi. Chez nous, il y a des progrès à faire. Hein. Allez, on marque une pause, vous pourrez réagir tout de suite après. Tout de suite. Alors, des réactions au coup de gueule, au coup de cœur plutôt de Régis de Castelnau. France Inter engage des éditorialistes de droite. Ciel, ça vous fait réagir, Mehdi Ouraoui ? Bon, d'abord, moi je crois qu'il faut toujours être sur le service public, il faut un vrai pluralisme. Tout le monde paye des impôts, c'est normal que que tout le monde y soit représenté, que tous les courants d'opinion puissent débattre. Et puis surtout, le problème, c'est que quand on débat pas, généralement une société devient plus violente. Donc c'est toujours une meilleure chose quand les idées peuvent s'exprimer. Moi, ce qui me fait un peu peur, c'est qu'en réalité, il faut relativiser quand même ce que vient de dire Régis sur le manque de pluralisme. C'est-à-dire que pendant la coupure, j'ai quand même pris la peine de jeter un petit coup d'œil aux derniers invités de la matinale de France Inter, qui est la matinale la plus écoutée entre guillemets en France. Les derniers invités, c'était quand même Louis Alliot, Marine Le Pen, je crois qu'il y a eu Pécresse, Bertrand. Bon, donc c'est pas non plus le repère ultime de l'ultra gauche. Ils invitent pas que des penseurs néo-marxistes. Tout va bien. Je vous encourage à aller voir le petit tableau publié par Libération sur les différents invités politiques et les quotas. C'est pas tout à fait la répartition qui apparaît dans le. Non, voilà. Après, moi, j'ai un vrai sujet. Moi, j'ai un vrai sujet avec France Inter, mais je l'ai déjà dit sur cette antenne à plusieurs reprises. C'est que, exactement comme je viens de le dire à propos d'Édouard Philippe et du documentaire qui est fait par un de ses copains et qui est acheté par le service public, c'est que je crois que ça n'est pas le rôle du service public de s'engager dans le débat d'idées autant que le fait, par exemple, France Inter. Moi, les émissions les plus ricanantes de France Inter avec des gens qui sont sur des positions d'ultra gauche, d'ailleurs, qui sont même plus des positions ultra-gauche, ce sont des positions de progressisme chic, parisien, woke, comme on dit, etc. Tout ça n'a pas à être financé sur fonds publics. Si les gens veulent faire du média d'opinion, c'est pas très compliqué, ils s'engagent dans des médias d'opinion, il y en a plein en France. On crie à propos de CNews parfois, il y a l'Humanité, il y a Libération, et donc on peut... Il y a Le Monde. Il y a Le Monde. D'accord. Oui, mais dans un autre genre, oui, il y a Le Monde, mais dans un autre genre, je suis d'accord, mais dans un... Voilà, et donc, du manipulateur. Et donc, je crois que quand on touche de l'argent public, il faut quand même veiller à ce que le public ne se sente pas forcément agressé par ses propres opinions. Et malheureusement, sur le service public, c'est de plus en plus souvent le cas. Et je crois que c'est pas une bonne chose. Je crois que c'est pas une bonne chose quand les citoyens ont l'impression que leurs impôts sont utilisés pour se moquer d'eux ou pour les traités d'abrutis. Je crois que c'est jamais une très bonne chose. Mehdi, en violation de la loi, moi je reviens toujours au traité de concession qui prévoit impérativement, le CSA ne fait pas son boulot de contrôle, hein, et c'est une infraction. Je suis désolé. Donc ça c'est problématique. Parce que les gens, ils se sentent agressés, mais ils se disent, mais c'est moi qui paye. Parce que quand elle arrive, la redevance, elle arrive. Hein. Oui, absolument. Jacques Miard, un commentaire ? Bien sûr, c'est pas France Inter que je suis un fidèle auditeur de France Info. Et il m'arrive de leur téléphoner en disant, vous poussez un peu le bouchon loin. Et alors, ils vous répondent ? Ils répondent, oui, de temps en temps. Il m'est arrivé d'avoir un petit rectificatif. Mais
je suis intervenu notamment sur l'affaire du voyage de Macron chez Kagame, où il y a eu des commentaires des soi-disant informés, où c'était un panégyrique pour Kagame. Je veux dire, je suis tombé de la chaise. Donc j'ai fait une lettre à la médiatrice. Elle m'a fait un accusé de réception, mais pour l'instant, plus rien. Donc j'ai décidé de porter plainte devant le CSA. Ah d'accord, information. Bon, abordons notre premier sujet un peu tard, sujet hautement polémique et inflammable à propos du coronavirus. Le ministre de la Santé donc annonce qu'une 4e vague plus précoce est attendue. Les médecins, les infectiologues s'inquiètent. On annonce une vaccination obligatoire pour les soignants et peut-être pour les adultes. Et il y a eu une tribune, je signale, co-signée par Laurent Berger et Geoffroy Roux de Bézieux, qui appellent les salariés à se faire vacciner. Votre sentiment aux uns et aux autres sur cet appel, Arnaud Benedetti, en termes de communication, est-ce qu'il y a un moment où on ne sait plus très bien où on est? Les Français ont le sentiment d'être culpabilisés en permanence, vous vous comportez mal, et en même temps on leur dit que c'est dangereux. C'est classique. D'abord, moi j'étais très surpris par le lieu de l'intervention du ministre de la Santé hier. Il était au festival Solidé. Alors il nous demande d'être très vigilant, d'être très prudent. En l'occurrence, il était dans un lieu festif. Je lui reproche pas d'être dans un lieu festif, mais je trouve que le lieu ne se prêtait pas forcément au message de prudence et de vigilance en l'occurrence pour nous alerter sur le danger du variant Delta. Moi j'ai le sentiment que en fait, il y a un coup de pression qui est mis sur l'opinion parce que on arrive peut-être à un mur en matière de vaccination. On voit bien que d'abord, il y a le personnel médical et paramédical qui n'est pas et qui est loin s'en faut totalement vacciné. Je crois qu'il y a 57% des personnels dans les EHPAD qui sont vaccinés, 64 ou 67 qui ont reçu une première vaccination dans les hôpitaux. Donc, moi, je vois ça plutôt comme une stratégie finalement de communication de la part de l'exécutif pour pousser à la vaccination. Bien sûr. Après, c'est vrai est-ce que c'est efficace et habile le discours reste extrêmement infantilisant. Je ne suis pas sûr que l'obligation soit l'objet le plus politiquement opportun dans un pays qui a déjà subi beaucoup de contraintes depuis plus d'un an. J'ai entendu M. Bayrou dire que la vaccination obligatoire était quelque chose de tout à fait inévitable. Je ne suis pas convaincu qu'à 10 mois d'une élection présidentielle, ça soit la mesure, en tout cas, la plus populaire. Mais Arnaud, mais Arnaud, je suis désolé, mais on a un désaccord profond. C'est évidemment qu'ils ne le font pas parce que ce n'est pas une mesure populaire. C'est évident qu'ils n'osent pas avancer parce que c'est une mesure impopulaire et comme d'habitude, ils prennent du retard dans une chose qui va être inévitable parce que on s'achemine vers une situation qui est une situation dramatique où les Français vont être dressés les uns contre les autres entre ceux qui sont vaccinés, dont je fais partie. Et je suis pas du tout d'accord, moi, Arnaud. Hier, j'étais à un festival comme le ministre. Moi, je suis vacciné aussi. Hein. Et parce que j'avais mes 2 vaccins. Les autres gens qui étaient là, il y avait des gens qui avaient fait le test. Et puis, il y a des gens qui étaient immunisés, qui avaient eu leur passe sanitaire pour cette raison. Moi, je suis désolé, mais on va se retrouver dans une situation qui est invivable entre des gens qui ont rempli leurs obligations citoyennes de façon plutôt responsable, de diverses façons, d'ailleurs pas que en se faisant vacciner, et des gens qui font les enfants gâtés d'un pays riche où ils ont tout à fait l'opportunité d'être en bonne santé et où ils ne le souhaitent pas. Et donc, on va se retrouver tous avec un 4e confinement pour une minorité de gens qui se comportent comme des enfants gâtés. Et donc, moi, si j'ai un reproche à faire pour le coup à ce gouvernement, c'est comme sur les tests, comme sur les masques, comme sur les vaccins, on est encore dans une phase avec un coup de retard pour des raisons de petites stratégies politiques, de petites stratégies politiciennes, de chercher ce qui est le plus populaire, d'avoir une gestion sondagière au lieu d'avoir une gestion, disons, régalienne de cette épidémie. Et donc, on va se retrouver dans une situation qui non seulement va être insupportable d'un point de vue sanitaire, mais en plus qui va être politiquement extrêmement violente. Alors, juste une précision, Arnaud, sur le lieu. Solidays, c'était réservé aux soignants, d'où la présence du ministre. C'était un Solidays pour remercier les soignants. Il n'y avait pas d'autre public et c'était avec le passeport sanitaire ou test à l'entrée. Les soignants, les EHPAD, les enseignants, etc., mais qu'ils se fassent vacciner. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Alors, Jacques Miard. Oui, moi, je vais vous dire une chose. Je vais vous renvoyer à mon livre, au titre du livre.
l'art de la politique, c'est trancher le nœud gordien. Il y a un moment, on prend ses responsabilités. Exactement. Et effectivement, je pense aujourd'hui que ce débat est complètement superflu et assez en lévitation. Pourquoi ? Parce que c'est bien clair que des soignants ne soient pas vaccinés, c'est à vous, les bras m'en tombent. Vous n'allez pas demander, justement, il y a un certain nombre d'obligations pour les soignants, dont celle de ne pas contaminer les patients qu'ils vont soigner, puisqu'on s'aperçoit que là où on contracte le plus le Covid, c'est en raison du nosocomial, c'est-à-dire cette catastrophe dans les hôpitaux où vous pouvez ramasser tout et n'importe quoi parce que les conditions hermétiques d'hygiène sont malheureusement pas toujours respectées ou c'est très difficile de toutes les respecter. Sur des publics malades. Bien sûr. Donc on ajoute aux difficultés par rapport. Donc c'est à l'État et au gouvernement de prendre ses responsabilités. Et comme vient de le dire Mehdi, il tergiverse parce qu'il y a les élections. Si jamais il est un peu trop directif, eh bien c'est pas ça la politique. C'est pas la communication, c'est prendre des décisions et faire voter le Parlement, qui est le seul en la matière qui peut l'imposer. Alors, moi, je voudrais mettre un petit bémol là-dessus. À partir de ce dont on a parlé la semaine dernière, Valérie a eu un affrontement avec un auditeur qui était rude, qui était un infirmier qui voulait pas se faire vacciner. Effectivement, moi, ce qui me surprend, moi, je me balade sur les réseaux et tout, c'est la violence des affrontements. Et il y a une partie de la population qui est verrouillée dans sa peur. C'est pas des enfants gâtés, c'est pas ça, Mehdi. Je pense pas. Je pense qu'il y a un vrai problème, un vrai blocage là-dessus. Et une de ces causes, c'est le déficit de légitimité de ce pouvoir. Ils nous ont imposé depuis 1 an et demi des errements, n'importe quoi, Sibeth Diaye. Ils ont géré la crise. D'ailleurs, on le voyait dans le documentaire sur Philippe. Et aujourd'hui, l'acceptabilité sociale d'une mesure d'obligation du vaccin, à laquelle je suis favorable, soyons clairs, je suis double vacciné aussi, eh bien, je pense qu'elle est très difficile à appliquer, pas seulement parce qu'on est en période électorale, parce que cette acceptabilité par un peuple dont 31 millions sur 45 ne se déplacent pas pour aller voter, je pense que ça va pas être simple. Ça va pas être simple, et ce d'autant que, j'insiste là-dessus, les positions me surprennent. Moi, je vois des gens raisonnables, que je connais, etc., mais qui sont totalement verrouillés dans cette peur et dans l'impression qu'on leur veut du mal. Par exemple, je vois Marie-Hélène là à l'instant, je vois pas tous les messages. Le QR code, comment être sûr que cela ne sera pas piraté? Mais piraté pour quoi faire? Dans quel but on va pirater votre QR code pour savoir que vous êtes vacciné ou pas? Enfin, encore une fois, il y a un nombre d'informations qui circulent sur les réseaux. Enfin, quand vous achetez sur les plateformes et autres, vous vous posez pas la question de savoir si votre téléphone, dans lequel il y a infiniment plus d'informations, est piraté ou pas. Donc il y a plein de craintes. Alors, est-ce qu'il y a eu un problème de communication? Non, mais ce que dit Régis, c'est exact. Ce que dit Régis, c'est parfaitement exact. C'est la décrédibilisation de ce gouvernement qui nous a raconté tout et son contraire. Le en même temps, faut pas porter le masque, etc. Donc il y a une perte de crédibilité dans ce gouvernement et la France va huer à dire. C'est ça le problème. Oui. Régis, non, c'est Mehdi qui voulait dire quelque chose. Mais par ailleurs, surtout Valérie, ce que vient de dire Régis, c'est parfaitement exact. Et puis il faut aller même un peu plus loin. C'est-à-dire que ce que vous venez de faire, c'est-à-dire dire à votre auditrice, écoutez, pardon, mais enfin, tout le monde se fout de votre QR code. Enfin, pardon. Je suis désolé. Oui, mais ce que vous venez de faire, en fait, c'est le rôle d'un responsable politique. C'est-à-dire qu'en fait, de dire, mais pardon madame, mais votre QR code, tout le monde s'en fout. Et donc le sujet, c'est est-ce que vous allez contaminer vos parents, vos enfants, vos voisins, vos collègues de travail, etc. Et là, il y a un vrai enjeu. Et donc, il y a un problème de courage politique dans la façon de s'adresser aux citoyens. Et à un moment donné, il y a la principale faute peut-être qui a été commise, même collectivement, j'ai envie de dire, par l'ensemble des responsables politiques, c'est de pas avoir été assez audacieux et assez courageux pour s'adresser à l'intelligence des citoyens.
citoyens et de parler à l'intelligence citoyenne. Et depuis le début de cette crise, on parle à des enfants citoyens. C'est-à-dire, on dit, ah ben voilà, vous aurez le droit de sortir jusqu'à telle heure, et puis vous aurez le droit de mettre des masques ou de pas mettre de masques. Et puis tiens, vous irez à l'école, vous irez pas à l'école, vous irez au travail, vous n'irez pas au travail. Enfin, tout ça, c'est la maternelle. C'est pipi, manger, dodo. Ça, c'est le niveau maternel. Et donc, le problème de ce pouvoir, c'est qu'il n'a pas osé ni prendre des décisions régaliennes un peu fortes, ni les expliquer et les justifier de façon politique auprès d'un peuple qui, lui, est éminemment politique. Donc, de fait, on arrive à une... C'est politique. À sa décharge. Politique. Confiance. Oui, non, mais il est évident, à sa décharge, de le défendre pour une fois, c'est qu'on a une situation qui était extraordinaire, exceptionnelle, et qu'ils ont tergiversé. Voilà. Oui, mais allez, si vous voulez, on marque une pause. Sud Radio 10h midi, débat. Avec vous sur Sud Radio jusqu'à midi. Donc nous parlons de la stratégie du gouvernement pour encourager les Français à se faire vacciner. Je pense que de toute façon, on ne convaincra pas ni à la radio ni sur les réseaux sociaux ceux qui sont farouchement opposés de se faire vacciner. Marie-Hélène me dit, mais j'ai vu j'ai reçu un simple document et je me dis que n'importe qui peut faire des photocopies et l'utiliser. C'est une question. Mais Marie-Hélène, l'utiliser, pourquoi faire? Enfin, je veux dire, c'est un QR code qui dit que vous avez été vacciné. Donc, c'est pas un élément secret que je sache. Il y a encore une fois, j'aurais bien que vous me disiez, Marie-Hélène, ce que vous craignez que quelqu'un utilise votre QR code. Je vois pas en quoi c'est un problème. Et d'autres me disent, c'est un vaccin, c'est une maladie qui ne tue pas. Il y a eu 3 300 000 personnes qui en sont mortes en même temps. Ne me dites pas, il y a le cancer, il y a tout ça. On parle de 300 000 personnes, 3 millions de personnes qui sont mortes en une année. Donc, c'est un virus qui tue. Donc on peut pas dire le contraire, mais je comprends pas Marie-Hélène, il faudrait que vous me disiez. Qui voulait réagir sur ce dont on parlait, sur le fait que le gouvernement ne prenne pas les décisions, c'est impopulaire et culpabilise et infantilise les Français. Mais il y a une vraie rupture, je le vois dans les commentaires. Il y a vraiment les pour, les contre qui sont... Il prendra d'autant moins de mesures qu'il jugera impopulaires qu'il veut faire oublier les ratés de sa crise. C'est-à-dire que, on a vu comment la crise a été gérée au début, une bonne partie de l'épidémie. Et tout l'enjeu pour Macron aujourd'hui, encore une fois, à quelques mois d'élection présidentielle, c'est de faire oublier tous ces dysfonctionnements. Donc, à mon sens, il ne rajoutera pas une controverse supplémentaire au lot de controverses qui ont émaillé cette crise. Tout l'enjeu pour lui aujourd'hui, c'est de montrer qu'il a réussi à sortir les Français de la crise sanitaire et d'en faire une ressource politique dans le but des élections présidentielles. Alors, pas sûr qu'il y arrive, qu'il y a une quatrième vague. Oui, c'est ça, c'est ce que j'allais vous dire. Même aussi, parce que non, c'est le retour des alarmistes, c'est ce qu'on peut lire. Aussi, hein. Absolument. Mais ça, c'est grave. Le fait que ces alarmes, la crédibilité de Véran est pour moi voisine de zéro. D'abord, je le trouve terriblement antipathique, mais ça, c'est très personnel. Hein. Mais je veux dire, on a immédiatement le sentiment, et Dieu sait, moi, si je suis relativement sanitariste, on a vraiment le sentiment qu'on est en train de nous instiller la peur pour pousser à la vaccination. C'est uniquement ça. Voilà, donc... Mais non, c'est ça. Ils arrivent à nous angoisser, ils arrivent. Pardon, c'est pas vrai, ce n'est pas uniquement ça, je suis désolé, c'est pas vrai. Non, je sais pas si c'est uniquement, mais... Non, mais je suis désolé, on n'est pas en train de pousser les gens par peur à se faire vacciner, on est en train de dire aux gens, ils sont en train de dire aux gens, pour le coup, de façon très courtoise, très polie, très patiente, sans vouloir trop déranger, parce qu'on est à la veille de l'élection présidentielle, ils sont en train de dire, attention, quand même, il y a un risque de quatrième vague, etc. Alors qu'il faut dire la vérité aux gens, c'est que nous allons être reconfinés. Voilà, il faut dire les choses. C'est-à-dire que Israël et l'Australie, le Portugal, les choses se sont dégradées extrêmement rapidement et donc il faut dire les choses aux gens. Si nous n'arrivons pas à nous faire vacciner suffisamment nombreux, non seulement nous allons avoir un problème sanitaire, mais en plus, entre nous, les rapports et les relations vont devenir invivables. C'est-à-dire qu'on va se retrouver dans la situation où, moi j'ai le cas qui est en train d'arriver, alors heureusement, c'est les derniers jours d'école, mais où effectivement, on se retrouve avec, à en vouloir, vous imaginez où on en est, à en vouloir à la famille dont le gamin est testé positif, en disant, mais putain, mais comment, excusez-moi d'être un peu vulgaire, mais parce que quand même, on arrive à un stade d'énervement assez poussé, j'en suis le premier
le premier exemple, c'est la première victime, le premier exemple, c'est comment, à un moment donné, juste, on se dit pas, bah tiens, je vais éviter de pourrir la vie. On parle suffisamment sur cette antenne des rodéos sauvages, des gens qui vous pourrissent la vie en bas des cages d'escalier, etc. Ben moi, je suis désolé, mais enfin, les gens qui ne se font pas vacciner me pourrissent la vie. Voilà, oui. Je ne veux pas vivre, confiné pendant encore 2, 3, 4, 5, 6 ans, parce que des types pensent qu'on va leur mettre la 5G dans la tête. Voilà, je suis assez d'accord avec Mehdi, parce que je crains que la pusillanimité et l'excès de prudence pour des raisons électorales du gouvernement ne se retournent contre lui. Parce qu'il y a un risque fabuleux. Il y a un moment, il faut dire, bah, écoutez les gars, c'est comme ça, parce qu'il y a trop de risques. Nous prenons cette décision, nous la faisons voter par le Parlement, et si ce n'est pas le cas, ça va leur revenir en boomerang. C'est aussi simple que ça. Juste quelques chiffres sur Israël, parce que c'est toujours l'exemple qu'on donne avec des gens qui... Bon voilà, Julien Baloul, qui est journaliste à Tel Aviv, dit le nombre de cas actifs de Covid en Israël est passé en 2 semaines d'environ 200 à 2455. Alors là, j'entends, vous voyez, ils sont vaccinés, mais ils contaminent. Tandis que le nombre de cas graves est passé de 21 à 35. Pas plus. Oui. C'est le résultat d'une forte campagne de vaccination. Oui, mais c'est ce que j'allais dire, Valérie. Et un seul cas de décès du corona enregistré en Israël depuis le 13 juin. Moi, je vois des discussions. On me dit, au Portugal, c'est reparti. 40% des contaminés sont vaccinés, étaient vaccinés. Et alors, le vaccin ne protège pas contre l'infection. Le vaccin, alors je m'engueule, bien sûr, protège contre les formes graves. C'est-à-dire que, effectivement, comme les autres vaccins d'ailleurs. Hein, mais ça a été insuffisamment dit, ça. Oui, mais rien n'est suffisamment dit. Rien n'est suffisamment dit. Ça, je suis désolé, c'est un vrai problème. Si vacciné, vous rencontrez Delta, vous serez sans doute malade, mais pas dans la forme grave. Et si vous n'êtes pas vacciné et que vous rencontrez Delta, vous pouvez terminer au Père-Lachaise. Oui, parce que le problème c'est la capacité de notre système médical d'encaisser. Je veux dire, s'il n'y a pas de vaccination, on aura multiplication des formes graves, si j'ai bien compris. J'espère que c'est ça. Hein. Bon, moi j'ai eu de la chance parce que mes 2 injections, même pas eu mal au bras, rien du tout. Non. Donc, vous êtes un costaud. Je sais pas. Ça n'a rien à voir. Non, je pense que c'est une loterie. Je pense que c'est une loterie. Mon fils a été secoué, il a 29 ans, donc bon, c'est comme ça. C'est pas bien grave d'ailleurs. Il y a aussi un vrai problème de communication, d'explication, et je reviens à ce que je disais, je radote, la crédibilité de tout ce personnel, ce que je disais tout à l'heure quand vous avez coupé, comment voulez-vous qu'on prenne Macron au sérieux quand il vient communiquer sur le Covid après 2 roulades dans les jardins de l'Élysée avec Carlito et McFly, quoi. Enfin, je veux dire. Moi, j'ai pas vu les roulades. Allez, pour aller dans le juste. C'est fini. Oui. Allez-y, dernier point et c'est fini. On me reçit avec. Ça arrive de mourir avec une ceinture de sécurité, malgré une ceinture de sécurité. Un gouvernement doit quand même beaucoup moins. Donc quoi ? Donc vous seriez président, Jacques Miard, vous feriez quoi ? Vous imposeriez le vaccin ? Pardon ? J'ai pas entendu. Est-ce que vous imposeriez le vaccin si vous étiez président de la République ? C'est évident. Mais moi, je prends mes responsabilités. Moi, je ne passe pas mon temps à faire des commentaires. C'est toujours Jacques le président dans vos simulations. Aujourd'hui, on a un président de la République qui ne fait que commenter l'actualité et donner des entretiens à elle ou ailleurs. Donc, c'est pas ça le problème. Allez, merci à tous les 4, c'est déjà fini. Merci à vous, très bonne journée sur Sud Radio. On se retrouve demain à 10h pour d'autres infos. J'espère qu'on parlera d'autre chose que du Covid.